On vous retrouve Oris Donkovi, lui Kamako et Madame Sophia Dano pour la suite de l'émission. On parlait de la Russie. Le G7 annonce des sanctions dévastatrices contre Moscou, selon le président américain Joe Biden. Avant de vous retrouver Oris Donkovi, on va poser cette question à lui Kamako. Lui, on voit déjà un monde divisé, surtout au niveau des puissances. On sait que, comme Oris l'a dit, la Chine est toujours derrière la Russie. On a vu des soutiens de Caracas et d'autres pays également, alors que les Occidentaux aussi sont en bloc. Pour vous, est-ce que ces sanctions vont encore peser, j'allais dire, sur la Russie? Non, mais je le disais tout à l'heure que d'abord, tous les pays ne sont pas unanimes sur les sanctions. Il y a déjà problème. Maintenant, quand vous parlez de condamnation, c'est vrai qu'on a eu à noter une avalanche de condamnation. Les gens parlent d'une guerre en fait, qui a bouleversé tout un monde. Et aujourd'hui, seule la Chine comprend en fait les préoccupations raisonnables de la Russie. Selon ses propos? Oui, selon les propos du ministre des Affaires étrangères et chinois. Et donc, seul ce pays-là, seuls les Chinois comprennent en fait les préoccupations raisonnables de la Russie en termes de sécurité. Donc aujourd'hui, à part la Chine qui est un allié de poids, qui est un allié de la Russie, en fait, de la Russie, tous les autres pays, quand vous prenez pas la France, qui depuis hier condamne l'attaque, l'Allemagne s'est alignée aussi, c'est-à-dire que tous les pays de l'Union européenne, en fait, le Royaume-Uni, tous ces pays se sont investis dans les négociations. Ça n'a rien donné. Oui, ça n'a rien donné. Donc aujourd'hui, ils maintiennent leur position tout en sanctionnant, tout en dénonçant. Ils sont malheureusement dans la dénonciation. Mais comme je le disais également tout à l'heure, c'est-à-dire que l'heure est en fait au dialogue, comme le disait le Vatican. Le Vatican a dénoncé également cette attaque, mais trouve que jusque-là, il y a encore des espaces pour parler. Donc, je pense le président Zelensky aussi l'a dit, il est passé par le président Macron. Sauf que jusque-là, comme beaucoup d'analystes l'ont dit, et je le trouve aussi, le président ukrainien il n'est pas clair dans sa démarche. C'est-à-dire qu'il y a tout un flou kafkaïen qui entoure toutes ces sorties. À un moment donné, il va falloir qu'il définisse clairement sa position en fait, à la face du monde pour que tout le monde sache réellement ce qu'il veut pour son pays. Donc, je pense que, quoi qu'on dise, c'est une invasion, c'est une guerre qui divise en fait aujourd'hui le monde. Et les gens tentent de parler les gens pensent qu'on tend vers la troisième guerre mondiale. Je pense pas. Certainement qu'on va en parler. Madame, finalement, est-ce qu'on peut dire que Poutine contre presque tout le monde? C'est ce qu'on pense croire. Poutine est seul. Et bon, seul en ce qui concerne l'invasion de l'Ukraine, mais il fait partie aussi d'un bloc, comme l'a dit tout à l'heure Oris, et il y a la Chine, et il y a son ami, la Biélorussie aussi est derrière lui, Loukachenko. Voilà, donc, il se cache derrière ces élections turques. Oui, allez-y. Poutine s'est justifié lundi, ce qui le pousse quand même à attaquer l'Ukraine. Et par rapport à ces pro-russes qui sont dans le Donbass. Donc je crois que seul pour le moment, mais bon, il n'est pas seul en tant que tel. Voilà. Donc en matière de stratégie de frappe, d'invasion, de tout, Poutine est un grand stratège. Et puis bon, c'est quelqu'un qui est ordonné, c'est quelqu'un qui sait où il va, ce qu'il cherche. Donc il a son agenda caché. Pour vous, c'est ce qui fait la différence? Oui, Poutine, par rapport aux autres, je le trouve plus pragmatique. Leader, oui, pragmatique et plus stratège que les autres, oui. Ce qu'il faut également noter, c'est qu'il y a aussi un certain Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, qui aujourd'hui soutient clairement la Russie. Il a dit que c'est une réaction normale pour un État qui veut la sécurité de ses frontières, pour un président qui veut protéger en fait cette citoyen. Donald Trump aussi dans ces éléments, peut-être le moment de régler les comptes? Non, pas forcément le moment de régler le compte, mais aujourd'hui, le monde entier est en train, entre guillemets, d'accuser Joe Biden de ne pas être à même d'éviter en fait cette invasion aujourd'hui. C'est parce que
si Madame l'a dit tout à l'heure, en fait, Vladimir Poutine s'est expliqué pourquoi est-ce qu'il attaque aujourd'hui la Russie. Et donc tout le monde sait que si les accords étaient respectés, nous n'en arrivons pas là. Donc aujourd'hui, tous les regards sont tournés justement vers les États-Unis, qui sont considérés comme la première puissance économique du monde. Quand vous voyez et tout ça, et vous voyez également les analyses de différents experts, des gens qui ne veulent pas faire de la pirouette, vous allez juste comprendre que c'est à tort à travers qu'on est en train de clouer au pilori Vladimir Poutine aujourd'hui. Les faits tels que analysés par les experts, comme je le dis, lui donnent raison. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit justement en fait de la sécurité de ses frontières. Respecter la sécurité de ses frontières et permettre à la Russie en fait de prendre sa place au sein des grandes puissances en fait, militaires ou économiques du monde. Parce qu'à un moment donné, on a constaté que les droits de l'homme ont été bafoués un peu partout par un trio de ces pays-là qui constituent le G7 de puissance. Et que personne ne dit mot. On a vu comment est-ce que Saddam Hussein a été assassiné. On a parlé d'armes de destruction massive, on n'en a jamais trouvé. On a vu les conditions dans lesquelles Mohamed Kadhafi a été attaqué là-bas en Libye. Autant de violations des droits de l'homme. On a vu le problème de Cuba également. Et non dénoncé. Et donc, à un moment donné, Poutine, pour les gens qui connaissent, c'est quelqu'un qui n'aime pas tourner autour du pot. Il est pragmatique, il ne fait pas l'hypocrisie. Il aime dire les choses telles qu'elles sont. Et aujourd'hui, il est dans cette dynamique. On revient sur votre analyse, mais bien avant, il y a l'Ukraine aussi qui veut être indépendante et qui veut voir ailleurs, après tout ce temps russe d'Onkovi, au sein de l'Union soviétique. Bon, mais il faut faire attention. Que l'Ukraine veuille être indépendante, il n'y a absolument pas de problème. Cuba veut être indépendant. Mais Cuba a des sanctions sur 60 ans pour avoir accepté une plateforme de lancement de missiles qui pourrait éventuellement inquiéter les États-Unis. Donc l'Ukraine peut se développer de façon indépendante. Seulement, là où la Russie émet des réserves, c'est que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, parce que le pacte de Varsovie, qui était son antagoniste, n'existe plus. Et maintenant, l'OTAN, c'est quoi? L'OTAN, ce sont les États-Unis. Vous remarquerez que dans la violence des condamnations qui sont faites, l'organisation qui crie le plus, c'est l'OTAN. C'est pas l'UE, c'est pas l'ONU, c'est pas non, c'est l'OTAN. Or, le problème avec l'OTAN, c'est que il vous souvient que Donald Trump, il y a de cela quelques années, invectivait les Européens en leur brandissant en leur brandissant la Russie menaçante et en leur disant: mes cotisations, si vous voulez être protégés, il faut que vous soyez à jour dans vos cotisations. En termes clairs, l'Europe est rackettée pour que les États-Unis la protègent. C'est pour ça que je dis, dans l'intervention de Poutine, il n'y a pas que la Russie qui peut être en joie. Il y a des intérêts américains qui se renforcent parce que en une journée, on s'est aperçu que l'Europe est paniquée quand elle n'a pas le parapluie protecteur américain. Donc on lui rappelle de façon subtile et vicieuse que la cotisation dont Trump vous s'occupait pour une cotisation, là, mais il faut la donner, la cotisation. Il faut participer, il faut remplir les exigences américaines. Maintenant, on se rappelle aussi que Trump était particulièrement attaché à la personne de Poutine, à sa figure autoritaire et ainsi de suite. Mais il ne faut pas oublier que Zelensky, qui est le président de l'Ukraine, est impliqué dans une enquête qui avait pour but de faire perdre Biden aux élections. C'est Zelensky qui organise l'enquête, disons, qui fait partie de l'enquête à charge sur le fils de Biden, Hunter Biden. Ouais. Donc, c'est clair que Biden... C'est pourquoi on l'a lâché. Mettons que les États-Unis, d'une certaine manière, dans l'invasion de l'Ukraine, ne perdent pas. S'ils perdraient, on connaît les Américains, ils auraient réagi particulièrement violemment. Et on a rappelé à l'Union européenne qu'elle n'est pas aussi forte qu'elle le prétend. L'Union européenne a longtemps été viciée par la volonté américaine de ne pas la voir forte.
D'ailleurs, il y a une autre qui est, je trouve, importante, c'est que le général de Gaulle ne voulait pas de la France dans l'OTAN. C'est la raison pour laquelle le général de Gaulle fait tout pour se réconcilier avec l'Allemagne, afin qu'elle puisse constituer avec la France les figures de proue de la future Union européenne. C'est pour ça, à un moment, on a des interventions comme Jacques Chirac, par exemple, qui va aller à l'encontre des Américains quand il s'agira de condamner l'Irak. Et c'est Sarkozy qui réintègre la France dans l'OTAN. Donc, les États-Unis n'ont jamais voulu avoir cette Europe qui serait à la mesure de la puissante Amérique. La Russie, c'est un ennemi que l'on connaît. Et c'est un ennemi, je me dis, qui rapporte pas mal de sous, d'une certaine manière. Après, il y a, comme je disais, cette Chine que l'on ne connaît pas. Et je suis prêt à penser, je suis prêt à miser que les Américains préfèrent avoir un antagoniste russe qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent et avec qui ils ont des échanges beaucoup plus familiaux qu'avec une Chine qu'on ne connaît pas et qui affirme de facto qu'elle veut être à la gestion du monde. Allez, on va quitter l'Europe donc pour l'Afrique, plus précisément le Mali, nonobstant les couloirs ouverts pour les discussions entre la CEDEAO et le Mali. Visiblement, rien ne va parce que le CNT, tout récemment, a entériné la durée de la transition dans ce pays. Elle est restée intacte 6 mois à 5 ans pour cette transition. Alors, l'ancien président Goodluck Jonathan était récemment à Bamako. Madame, oui. Qu'est-ce qui s'était dit entre les deux parties? Il a rencontré les personnalités, les autorités de la transition et d'autres par rapport à ce calendrier que les parlementaires quand même ont finalement adopté de 6 mois à 5 ans pour la transition, la durée de la transition. Donc, pour le moment, rien n'est sorti de façon concrète en ce qui concerne un calendrier bien précis pour les élections. Je crois que, bon, il a dit qu'ils vont poursuivre quand même les entretiens et pour pouvoir quand même sortir quelque chose qui satisfasse tout le monde. Mais pour le moment, les autorités de la transition, le Mali est ferme sur sa décision. Et moi, je ne les critique pas parce que le Mali, on l'a dit déjà à maintes reprises que le Mali est confronté à de sérieux problèmes. Ces problèmes sécuritaires et autres, avec l'embargo qui tombe encore sur lui, les sanctions économiques, les fermetures des frontières et tout ce que nous connaissons avec les impacts, les conséquences négatives, non seulement pour le Mali, mais pour toute la sous-région et d'autres partenaires également. Je crois que, bon, on n'a qu'à leur accorder quand même le doute, comment on dit ça? Le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute pour voir jusqu'où ils vont aller. Parce que ils sont en train d'avancer, de faire des avancées considérables sur le terrain et les FAMA. Donc, sans l'apport, surtout bon, avec les instructeurs russes, bien sûr, et sans l'apport des forces Barkhane qui sont en partance, Takuba et autres. Donc, il faut qu'on leur laisse le temps quand même d'assainir ce milieu, d'assainir leur pays, de faire face quand même à ce djihadisme, ce terrorisme, pas mettre fin parce que le djihadisme jusqu'ici, on ne va pas le combattre de façon radicale et définitive en une façon comme ça, comme une baguette magique. Mais il faut quand même aller étape par étape. Donc, je crois qu'il faut leur laisser quand même ce bénéfice de doute pour qu'ils avancent et donner quand même ce qu'ils prouvent déjà quand même leur capacité sur le terrain pour arriver à ne plus avoir, une fois les élections faites, à ces coups d'État-là, parce que c'est ça. À quoi ça sert de précipiter les élections si on sait que d'ici 2 mois, 3 mois, les coups d'État vont revenir. Donc ça ne sert à rien. Donc je crois que le Mali appartient aux Maliens. Il leur revient au dernier essor de discuter et d'en décider de ce qu'ils veulent faire avec. Donc je crois que... Louis Kamako, pour vous, la porte de sortie, elle est pour la CEDEAO ou bien pour le Mali? Bon, je pense que pour les deux, parce que de toutes les manières, tout cela va ou bien finira autour d'une table de discussion, comme le disait tout à l'heure pour la Russie et l'Ukraine également.
Mais je crois que si ce sujet-là est venu aujourd'hui, c'est parce qu'on a constaté l'échec des sanctions de la CEDEAO. Juste parce que vous le savez que dès que la sanction a été prise, il y a un pays comme la Guinée qui vit également... Qui a ouvert ses portes. Ouais, la Guinée qui vit la même situation que le Mali, a notifié en fait à la CEDEAO qu'elle n'est pas prête en fait à appliquer cette sanction. Et donc, un accès maritime est ouvert en fait aux autorités maliennes qui pourraient faire leurs importations du côté du port de Conakry, même si on sait que ce n'est pas un port aussi important que le port d'Abidjan. Au même moment, quelqu'un peut se poser la question, alors pourquoi les manifestations contre la CEDEAO? Oui, les manifestations contre les sanctions de la CEDEAO. Oui, justement parce que aujourd'hui la junte au Mali est soutenue par la population. C'est pour cela qu'à un moment donné, tout le monde est d'accord qu'il fallait laisser les Maliens même régler leurs problèmes. Parce que aujourd'hui, c'est eux qui sont dans le pays, c'est eux qui ont vécu plus d'une dizaine d'années de traumatisme sous l'emprise des djihadistes et des terroristes. Donc, ils savent réellement ce qui se passe. Et donc, comme on a l'habitude de le dire, ce que nous disons ici, c'est-à-dire que ce n'est que le côté visible, en fait, de l'iceberg que nous voyons. Il n'y a que ceux qui sont implantés sur le sol malien, il n'y a que les Maliens qui savent réellement, en fait, ce qu'il faut. Au même moment, certains Maliens aussi disent autre chose. Non, mais c'est comme ça. On est dans un pays et quand vous êtes dans une nation, il y a toujours ça. Tout le monde ne peut pas regarder dans la même direction. Et quand je dis certains Maliens, ce sont les politiques, bien sûr. Les opposants qui veulent former un gouvernement. À partir du 25 mars, depuis la Côte d'Ivoire. Depuis la Côte d'Ivoire. Tout ça, ce n'est qu'un imbroglio. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Bon, la Côte d'Ivoire, parce que tout le monde sait le rôle que Alassane Ouattara a joué en fait, dans la prise des sanctions contre le Mali. Ça veut dire aujourd'hui que Alassane Ouattara... Mais il n'est pas le président de la CEDEAO en exercice. Mais nous ne nous voilons pas la face. Alassane Ouattara aujourd'hui pèse lourd en fait dans l'instance de la CEDEAO ou bien de l'UMOA, puisque son pays prend au moins 40% de... L'UMOA, elle est à cheval de tout de la CEDEAO. C'est-à-dire que quand vous voyez l'UMOA aujourd'hui, composé de 8 pays, et ces 8 pays-là se retrouvent également dans la CEDEAO. Ça déjà c'est une anomalie. Beaucoup d'experts en politique vous diront que c'est une anomalie parce que c'est comme si vous êtes dans une réunion et il y a une réunion dans une réunion. Il y a 16 pays de l'autre côté, il y a 8 pays de l'autre côté. Ça veut dire que les sanctions, si elles vont être prises, seront d'abord discutées peut-être par les pays de l'UEMOA avant d'être versées ou bien d'être versées dans le cadre de discussion de la CEDEAO. Ça déjà c'est déjà une anomalie, mais nous parlons justement des sanctions et des manifestations au Mali. Il y a manifestation parce que la sanction de la CEDEAO aussi, c'était en fait de mettre la pression sur les autorités, c'est-à-dire que c'est d'amener les Maliens en réalité à s'opposer à leurs dirigeants actuels. Malheureusement, ça n'a pas marché parce qu'on a vu aujourd'hui que la junte a le soutien en fait de la population, si ce n'est qu'une partie intime, si ce n'est qu'une infime partie en fait, de l'opposition qui justement veut former son gouvernement depuis Abidjan, comme je disais tout à l'heure. En tout cas, certains parlent de plus de 100 partis de l'opposition. Peut-être qu'on verra le baromètre pour véritablement jauger Louis Kamako. En tout cas, quelle porte de sortie pour la CEDEAO russe Donkovi ou pour le Mali? Moi, je vous pose les deux questions. La CEDEAO actuellement, je pense que la plupart des membres sont devant leur télé et avec des ressorts diplomatiques pour voir ce qui se passe en Ukraine. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un allié qui joue Superman et qui vous fout dans la merde. Je vais être trivial. C'est-à-dire, vous avez vu un ensemble de pays qui ont fait un boucan pas possible. Les gens ils regardaient parce qu'ils étaient en mode ouais c'est nous les plus forts, qu'est-ce que tu fais, il faut que tu bouges. Et maintenant ils ont pris une grosse gifle dans la gueule. Et bon, donc pour vous, il y a certains qui poussent la CEDEAO à sanctionner leurs frères maliens. Non, c'est pas ça, c'est qu'à un moment la CEDEAO, là on parle de en réalité la CEDEAO actuellement elle est contrainte à renégocier un certain nombre de choses et à gérer le problème de façon sous-régionale
en mettant de côté les Handgriff Superman qui se font prendre des claques à l'extérieur et qui, à un moment, ne peuvent pas assumer ce qu'ils disent. Parce que la vérité actuelle, c'est qu'avec ce qui se passe en Ukraine et en Russie, les Occidentaux ne peuvent pas être sur plusieurs fronts à la fois. Donc, avant, la CEDEAO comptait sur le parrain qui est derrière. Et le problème en Afrique, on est assez pragmatique. Il n'y a rien de pire que le gars qui bombe le torse, qui vous fait chier, et puis qui prend une claque. Et quand il prend une claque, tout le monde se demande, ok d'accord, il a pris la claque, est-ce qu'il va réagir? Il réagit une fois, il réagit deux fois, il ne réagit pas. Bon, là, en l'occurrence, les gens voient qu'ils ne réagissent pas. Donc, en termes d'image, de leadership et de légitimité, c'est un gros problème pour la France et pour l'Europe. Donc, des gens qui s'appuyaient sur la Russie, c'est pas au moment où eux, ils s'aperçoivent que la Russie vient de vous foutre une grosse raclée et que vous réagissez pas, vous êtes en mode ouais, les sanctions, alors que vous avez rien dit. Quand la Russie envahit en quelques heures 2, 3, 4 fois votre territoire. Au même moment, alors, on peut se poser aussi cette question. La Russie qui envahit un pays qui est un pays frère, on connaît la proximité entre l'Ukraine et la Russie. On peut dire si on marche avec la Russie demain, cette Russie peut nous écraser en quelques heures. Ben, moi, je pouvais vous répondre que les Africains ont marché avec leur ancienne puissance coloniale et ils se sont fait écraser pendant quelques heures. On n'a pas encore l'exemple russe, mais l'exemple européen, on le connaît. Il y a Lumumba qui est 6 pieds sous terre grâce à ça. Il y a Sankara qui est 6 pieds sous terre grâce à ça. Il y a Sékou Touré à qui on a bousillé la Guinée grâce à ça. On a tout un ensemble de leaders africains, afro-américains qui ont été tués, embastillés, qu'on appelle ONI, déportés, grâce à ça. Les signatures de protectorat, la bataille de l'Éthiopie, c'est grâce à ça. Donc on connaît l'Occident qui s'impose par la force et ne respecte pas ses accords. C'est justement cet Occident-là qui ne respecte pas ses accords qui se retrouve actuellement en conflit avec la Russie pour ne pas avoir respecté justement des accords. La Russie, sur laquelle on émet des hypothèses, on ne la connaît pas. On n'a pas encore en Afrique un cas d'une Russie qui viendrait faire sauter un chef d'État et mettre quelqu'un à la place. On n'a pas encore en Afrique une Russie qui s'en prendrait à un certain nombre de leaders et ainsi de suite et mettrait d'autres personnes à sa place. On a des médias occidentaux qui estiment que la Russie fait de la propagande, que ce sont des mercenaires, en oubliant de préciser qu'elle en a envoyé elle-même aux Comores et en a envoyé elle-même au Bénin. Selon les nouvelles, la Russie aussi, en Russie aussi, on fait de la propagande anti-occidentale. Non, mais donc ça se passe partout. Mais, oui, mais ça se passe partout. Mais alors, si ça se passe partout, qu'on laisse aux Africains la responsabilité de décider avec qui elles veulent négocier. Le risque, la responsabilité du risque appartient aux États africains. Il n'y a pas à infantiliser l'Afrique. La preuve, les mêmes qui refusent une collaboration aux Africains avec la Russie sont les mêmes qui collaborent avec la Russie et qui ont peur de sanctions qui pourraient mettre fin à cette collaboration. Donc il faudrait qu'on sache. Vous-même, vous commercez avec un État. Mais vous ne voulez pas que les États africains, eux, aient la latitude de négocier et de s'entendre avec cet État. Alors, Horus, quand on revient sur la CEDEAO et le Mali, vous pensez que ce périple de Goodluck Jonathan à Bamako est un signe que la CEDEAO est en train de fléchir, alors que d'autres analystes disent également que c'est le couloir dressé par la junte militaire au pouvoir qui est exploité aujourd'hui? Non, moi je pense qu'à un moment, au niveau de la CEDEAO, je pense que petit à petit, on s'achemine vers de réelles négociations avec le gouvernement malien. Bon, je ne suis pas trop d'accord avec le terme junte parce que c'est un gouvernement de fait, que l'on le veuille ou pas. Donc pour moi, la CEDEAO, à un moment, comme l'a dit Louis, s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de restrictions qui n'en valent pas la peine, qui n'ont aucune logique, notamment que cela se situe à proportions variables, selon qu'on soit au Tchad, au Soudan, au Burkina, en Guinée, au Mali, et qu'il faut traiter les choses à l'africaine de façon sous-régionale. Est-ce que vous pensez que les dirigeants, comme vous le voulez, maliens, fléchissent un peu? Parce que c'est sur ce point qu'il y a divergence. Ça fait à peine 72 heures que le CNT a... Non, attention, mais les Maliens, ils ont fléchi.
Sur quel point, selon sur vous? le point déjà d'accepter le fait de pouvoir négocier et discuter. Ils auraient pu dire qu'ils ne discutent pas. Rien ne les Ainsi empêche. que la CEDEAO. La CEDEAO aussi peut Non, dire mais qu'elle ne négocie pas. Qui est demandeur de la négociation? Selon mes nouvelles, c'est le Mali. Eh ben, si c'est le Mali, donc tu reviens, tu partages avec moi le fait que le Mali n'est pas fermé à la négociation. Maintenant, secondo, dans le communiqué malien, il est toujours précisé qu'il s'agit de entre 6 mois et 5 ans. Ils auraient pu dire, ils auraient dû dire de façon catégorique. Pourquoi ne pas préciser? On va parler tout à l'heure du Burkina. Eux, ils disent 30 mois. Oui, Compte tenu des exigences, on comprend. pas les mêmes Pourquoi ne pas préciser? Attends. Quand on dit 6 mois, à 5 ans, on peut choisir 5 ans comme 6 mois. Attention. C'est pas ça le problème. Moi, je dis toujours de faire attention au contre-exemple. C'est quoi le problème malien? Est-ce que le problème malien, c'est juste une question d'élection, ou bien le problème malien, c'est vraiment une restructuration de la gestion du pays? Et moi, je dis à partir de ce problème, on peut trouver une date fixe. À partir de ce problème. Mais attention, si on peut trouver une date fixe, ça veut dire qu'on peut trouver une date fixe pour pouvoir régler le problème sécuritaire. C'est-à-dire que actuellement, on peut se lever et dire, ok, d'accord, bon, à partir du 1er mars, il n'y a plus d'attentats terroristes et de terroristes au Mali. Affaire claire, le Mali est libéré. Cela sous-entend ça. Non, quand je parle de date fixe, c'est de 6 à 6 mois, 5 ans. Hein. Vous comprenez ce que je dis? Ce qui fait la différence entre la CEDEAO et le Mali aujourd'hui, c'est la durée de la transition. C'est ça l'éternel. Et le problème, mettez le focus sur la durée. C'est la durée qui cause problème. Maintenant, c'est la durée qui est le problème. Quelle est la durée? C'est ce qui a fait sanctionner. Le problème avec 5 ans. Voilà, le Mali a déjà Monsieur Michel. vécu de telles situations en 2012. Ça n'a pas été bien résolu. C'est pourquoi il y a une reprise qui est revenue. En 2020, et on est retrouvé dans la même situation aujourd'hui. Bon, ce que je trouve, c'est que la CEDEAO doit dépasser en fait cette focalisation des dates des élections et plutôt mettre le curseur sur un dialogue en fait. C'est-à-dire, il faut, Madame l'a dit, il faut aujourd'hui des réformes profondes en fait. Laissez le temps au temps, c'est-à-dire que si ça peut prendre du temps et que le problème soit résolu une fois pour de bon, essayons-le. On ne va pas continuer à rafistoler, à faire du saupoudrage pour être rattrapé plus tard. Voilà. Aujourd'hui, les sanctions, on en parle justement. C'est-à-dire que le Mali n'est pas le seul à se départir de ces sanctions-là. Les sanctions tombent aujourd'hui même sur les pays de la CEDEAO. Le Mali, c'est un grand pays importateur des produits manufacturés. Aujourd'hui, tous ces produits-là ne sont plus importés vers en fait, les sanctions, tout le monde subit cela. Tout le monde subit les sanctions. Et aujourd'hui également, il y a des pays comme la Mauritanie et l'Algérie qui ouvrent justement la voie au Mali. En réalité, en gros, si nous voulons nous résumer, le Mali ne perd rien en fait, en réalité. Non, en réalité. Le Mali ne perd rien. Le Mali a aujourd'hui le soutien de pas mal de pays, même s'ils ne disent pas leur nom. Si tu permets. Si vous le permettez, on marque la pause pour le journal et on revient discuter du Mali avec plaisir.